Hey, allez, c'est parti pour le dépoussiérage du Lucky grâce à Mini M qui est ici. Donc l'explication des scènes. Salut Mini M. Ici, nous avons sa petite cam tout en haut, mon plateau principal qui est ici pour que vous puissiez suivre ce que les petites mousses, ce qu'on peut faire quand on joue nous. Et en deuxième scène, quand Mini M jouera, on aura donc du coup cette scène avec lui à gauche et moi en petit écran à droite quand il me poutrera mes dés. Allez, on accueille avec plaisir Mini M. Salut Mini M. Salut à tous. Salut Lucky. Salut à toi. Alors, dis-moi tout, comment on joue à ce jeu? Qu'est-ce que ça se passe? Dis-moi tout. Alors, Dice Masters, ça va être un petit mélange, en fait, ça va s'apparenter à un jeu de deck building, mais avec des dés. Ok. C'est-à-dire, dans la simple logique, en fait, c'est qu'on va commencer avec 8 dés acolytes, qui sont des petits dés blancs. Ouais. Donc les deux joueurs commencent avec 8 dés. Et au fur et à mesure des tours... Les dés acolytes, je t'interromps, excuse-moi. Les dés acolytes, c'est les dés qu'on voit sur ton plateau à toi. Les 8 qui sont dans la zone blanche, qui moi s'appelle la réserve pool, c'est ça? Ouais. Donc c'est les dés qui vont démarrer dans notre sac, parce qu'on va piocher des dés en fait chaque tour. Ok. Donc on démarre avec 8 dés qui sont ces 8 dés blancs. Ça marche. Et au fur et à mesure des tours, on va acheter donc les autres dés qui sont sur les côtés. Ouais. Qui correspondent à des dés, à des personnages ou à des actions. Donc de mon côté, on va avoir des personnages de l'univers de Batman. D'accord. Tu veux nous en mettre un focus sur une carte en particulier? Oh bah... On va voir par exemple qu'ici on peut avoir donc Robin. Alors je l'affiche, t'inquiète pas. Ouais, ça marche. Hop. On peut avoir le Robin. Et donc sur les cartes, on va retrouver plusieurs éléments. Ouais. Donc leur coût d'achat. Bah attends 2 secondes, il y a un souci, ça s'affiche pas. Forcément. Hop. Je peux le faire avec la carte. Hein. Non, ça y est, c'est affiché, Ça marche. Du coup, on va retrouver le coût d'achat, donc en haut à gauche. Ouais. Avec une petite icône, donc ici un point. On peut aussi avoir un masque, un éclair ou un bouclier, qui correspond à un type d'énergie qu'on va utiliser pour acheter la carte. D'accord. Pour acheter le dé qui est sur une carte, pardon. Et en dessous, on va avoir du coup un artwork, de chaque carte, un petit texte qui décrit l'effet du dé lorsqu'il est sur le terrain, le plus souvent. D'accord. Donc ici, le Robin, on voit que tant qu'il est actif, le personnage ne pourra pas être bloqué durant les combats. Et si on a 4 personnages, donc avec l'affiliation Batman qu'on reconnaît avec la petite chauve-souris, ouais, on le voit. Plus sur le terrain, Robin reviendra sur le terrain après avoir attaqué et être non bloqué. Ok, voilà, ça commence à devenir technique, mais ok, ça marche. Ouais. Ça marche. Donc en haut, on va avoir le coût de la carte avec le type de l'énergie que ça nous demande, c'est bien ça? C'est bien ça. Le petit logo qui est en dessous, c'est son affiliation. Ici, Robin est affilié à Batman, logiquement. Oui. En dessous de l'artwork, on va avoir donc la règle de la carte, la règle également qui s'applique au dé, c'est bien ça? C'est ça. Et dernier truc, qui venait certainement, mais je préfère cadencer, là en bas, je vois max 4 et 6 petits carrés avec des trucs. Tu peux m'en dire plus? Voilà, donc le max 4, veut dire qu'en fait on peut avoir maximum que 4 dés pour ce personnage de disponible. Il faut savoir qu'une équipe d'Ice Masters, donc ça consiste en 8 cartes qui peuvent être soit des actions, soit des personnages. D'accord. En fait, pour chaque carte, on va associer entre 1 et le nombre de dés maximum qui est écrit sur la carte. Donc le plus souvent c'est 4. Mais il y a certaines cartes qui sont limitées à 1 ou à 2 ou à 3. D'accord. Est-ce que là, pour afficher... de nos dés sur ces 8 cartes ne peut pas excéder 20 dés. Ok, ça marche. Ok, dans ta team, là, t'en as un qui est autre chose à 4, qui est noté différent 4 ou pas? Oui, j'ai le Nightwing. Alors, je vais l'afficher pour que tout le monde puisse voir. Ouais. Hop. Alors non, le Nightwing, moi, j'ai 4 aussi. Nightwing gras, oui, c'est bien. 4 aussi, pardon. Je pensais justement qu'il était plus point, il était masque. Bah, t'as qu'à prendre le Batman.
Le Batman. Batman, le personnage central d'une équipe Batman. Alors, moi aussi, j'ai à 4. Non, il est à 5. Ah, ok. Le natural leader de Batman, je le vois à 4. Hein. Ok, mais en tout cas, le max ici, le chiffre qui doit être donc... Ah oui, le max, pardon, je croyais que tu pensais du coup en achat. Non, je n'ai que des cartes à max 4. Ah oui, non, oui. J'ai une max 1 dans une de mes cartes que je vais pouvoir montrer. Parce que c'est assez peu commun. Mais je l'ai peut-être pas numérisé, donc... Mais ok, donc en fait, à la place de max, là, on repart sur Robin. Ouais. Des fois... Ah ouais, merci. Sinon, je peux la montrer. Alors attends, où est-ce qu'on la voit? Hop. C'est très visible. Décale un petit peu sur la gauche. Donc il y a un max 1 qu'on voit apparaître. Je sais pas si on l'a bien vu, mais... Non, mais ok, on voit le principe. Ouais. Ça marche. Donc le max 4. Et maintenant, est-ce que tu peux me parler des petits carrés qui sont en dessous, les 4? Alors les petits carrés, en fait, représentent les 6 faces du dé qui correspond à la carte. Donc, pour chaque carte, pour chaque personnage, on a un dé qui lui est associé. Ouais. Et donc, ce dé a 6 faces. D'accord, ça y est, je raccroche les wagons. Ok. Le dé aura toujours 3 faces avec des énergies. Donc, on voit ici, comme c'est un personnage point, il a des énergies point. Ok. Et 3 faces avec un logo et des petits chiffres qui correspondent à ce qu'on appelle les faces personnages. D'accord. Donc, sur ces faces personnages, on a un numéro en haut à gauche. Ouais. Donc, pour Robin, c'est 0, 1 et 2 sur ces 3 faces personnages. 0, 1 et 2. Donc, oui, ok. De déploiement. Ça marche. Donc, en fait, c'est le prix à payer lorsqu'on a le personnage sur sa face dans notre zone de réserve. D'accord. C'est le prix à payer en énergie pour le mettre sur le terrain. D'accord. Donc, je le montre sur la petite caméra qui est juste à droite. Donc, dans mon carré blanc qui est ici, si j'ai la face avec le petit R rouge, le dé de Robin rouge avec dans sa face 0, 3, 1, donc la première face avec le logo dans la ligne des faces de dé dans la carte Robin. Donc 0, 3, 1, il est ici à 0, 3, 1. Ça me coûte 0 pour le déployer et le passer dans ma zone verte, le field zone comme tu viens de faire. C'est ça. Ok, si j'ai ma face maxima, l'équivalent du 6, le 2, 5, 2, la dernière phase de Robin, s'il est dans ma réserve pool, je dois payer 2 pour passer de la réserve pool à la zone verte field zone. C'est exactement ça. Lorsque je dois payer ces 2, là tu me parles depuis tout à l'heure que Robin est un personnage point, il génère de l'énergie point. Est-ce que ces 2 doivent être 2 points ou ça peut être une autre énergie? Non, ça peut être n'importe quel type d'énergie. Ok. Pour le déploiement, il n'y a pas de contrainte d'énergie. D'accord. Donc le personnage a beau être point, délivrer des ressources point, il n'est pas obligé d'être payé par des points. Pas pour le déployer. Pas pour le déployer. Pour l'acheter, il faudra avoir au moins une énergie point. Ok. Parfait. Mais pour le déploiement, ça se fait avec n'importe quel type d'énergie. Est-ce que du coup, là, est-ce que tu as fini sur l'explication de la carte ou pas? Oui, juste une dernière info, c'est que sur les 3 faces qui correspondent à des personnages, oui. On va leur associer en fait un niveau. Donc la face 0, 3, 1 sera appelée la face niveau 1. D'accord. La face 1, 4, 2 sera la face niveau 2. Et la dernière face, qui est celle souvent qui a les plus grosses statistiques et qui coûte le plus cher, sera la face niveau 3. D'accord. Ça peut être intéressant parce que des fois on a des cartes qui permettent de manipuler les niveaux de nos personnages. D'accord, donc c'est important. Ok, et les phases d'énergie ont pas cette cadence-là. Il n'y a pas la phase énergie 1, 2 ou 3. Ça reste une phase d'énergie. Ça reste une phase d'énergie. Donc level 1, level 2, level 3 pour les phases personnages. D'accord. Bah, là, du coup, on parle de level, donc je pense qu'il doit y avoir une espèce de puissance dans ces levels-là, si c'est un intérêt de les changer de face. Alors, parle-moi du chiffre qui est en haut à droite et en bas à droite. Voilà, donc les 2 chiffres à droite correspondent à l'attaque et à la défense du personnage. L'attaque est en haut ou en bas? L'attaque est en haut. L'attaque est en haut et la défense est en bas, c'est ça? Et la défense est en bas. Ok, donc pour le level 3 de Robin, il a un coût de déploiement de 2, une force de 5 et une défense de 2. C'est exactement ça. Ok, allez, j'enlève Robin.
Je t'ai suivi pour les dés et les cartes. Donc, dans Dice Meister, on fait une équipe avec 20 dés, 8 cartes, qui ça peut être des actions ou des personnages. Et on démarre avec 8 dés basiques. Tu les avais appelés comment, c'est ça? Des dés basiques, non? Des acolytes. Des acolytes, entendu. Des acolytes. Je vois sur les acolytes, du coup, on a les points, donc on a plein d'énergie, c'est ça? Oui, normalement, on retrouve une face avec chaque type d'énergie. Donc, point, éclair, bouclier, éclair, bouclier, masque. Ouais, je les ai. Et j'ai une face avec une énergie point d'interrogation. Ça, c'est une énergie, entendu? Oui, c'est une énergie, et le point d'interrogation en fait, peut être utilisé pour remplacer n'importe quel type d'énergie. Ok, ça marche. Donc, c'est un espèce de joker qui peut remplacer un point, un masque, un éclair ou un bouclier. Ok. Je t'interromps 2 secondes, on me demande si je suis en live, bien évidemment. Pas de souci, on est en live. La dernière face. La dernière phase, donc c'est ce qu'on appelle la phase acolyte. Acolyte. Donc c'est là vient le nom des dés. En fait, c'est une phase qui correspond à un personnage. Avec un coût de déploiement 0. 0, force de 1 et endurance de 1. Voilà. Ok, d'accord. Donc, si vos dés, quand vous les lancez, tombent sur cette face, vous pouvez les mettre sur votre terrain et les utiliser comme des personnages, tout ce qui est plus classique. D'accord. Donc, sur un dé de base, nous avons 5 faces d'énergie et une face personnage. Contrairement aux autres dés qu'on a pré-choisis, l'aspect deck building, où là, il y a 3 faces énergie, 3 faces personnage. C'est ça. Ça marche. Du coup, tu disais qu'on avait un sac et qu'on va piocher les dés dans un sac. Tu peux me cadencer les ordres de tour? Là, je vois turn order, c'est clear, draw, roll, reroll, main step, attack et clean up. C'est ça. Donc, pendant un tour, voilà, il va y avoir différentes grandes étapes. Ouais. Donc, tu les as énoncées. Il y a la clear and draw step. Ça ouais, d'accord. Donc, c'est l'étape où on va en fait nettoyer un peu tout ce qui est sur notre terrain. Le terrain, c'est la partie centrale qu'on voit colorée au centre de mon plateau, là. Ouais, plus particulièrement même la zone de réserve. La zone blanche. On va nettoyer la zone de réserve. D'accord. C'est-à-dire qu'au début de ton tour, la zone de réserve sera vide. Et donc si à la fin du tour de l'adversaire, il te reste des choses dans ta zone de réserve, le plus souvent ce sont des énergies qui sont restées inutilisées. Ouais. On va les envoyer dans la use pile, la pile de défausse. Use pile qui est ici. D'accord. Voilà. Et du coup, la deuxième chose qu'on fait dans la clear and draw step, c'est qu'on va draw, donc on va piocher 4 dés. 4 dés, ok. Dans notre sac. Donc 4 dés au hasard du sac qu'on va piocher. Et donc, alors, au début de notre tour, s'il y a quelque chose dans la partie principale du plateau, ici, on va la mettre dans la use pile. C'est ça. Dans la use pile, et à partir de là, on va piocher 4 dés. Oui. 4 dés, c'est quoi? C'est parce qu'on est au tour 1, au tour 2, on piochera 5 dés, au tour 3... pourquoi 4 dés? C'est toujours 4 dés, peu importe le tour. Ah, ok. Le premier joueur, au premier tour, il va piocher 4 dés, mais sur les 4, il y en a un qui va mettre automatiquement en zone de défausse. Ok. Donc en fait, il aura un choix à faire dans les 4, et il pourra utiliser durant son tour que 3 dés, ou lancer que 3 dés, c'est ça? C'est ça. Ok, ça marche. Si jamais il n'y a pas assez de dés dans le sac. Oui, effectivement. On va piocher tous les tours, au bout d'un moment, le sac va se vider. Ouais. Donc, à ce moment-là, il va falloir remettre tous les dés qui sont dans votre pile de défausse à l'intérieur du sac. Ok. Et piocher le nombre de dés qui manquent. D'accord. Et ça en plusieurs fois. Si imaginons donc 4D, tu me disais 4D, c'est pas modifiable. J'en pioche 3, ça vide mon sac, il m'en reste 1 à piocher. Je fais la manip que tu m'as dit, à prendre la pile de défausse finalement de dés, la mettre dans mon sac et en piocher 1. C'est ça. Ça marche, d'accord. Au total. Ouais, donc le fait de ne pas pouvoir piocher les 4 en une seule main d'action, enfin physiquement, ne met pas fin à mon pool de dés. On piochera quoi qu'il en soit 4 dés. Piochera quoi qu'il en soit 4 dés. Imaginons, alors je joue un petit peu le connard, hein, désolé, mais si dans la pile qui est ici est vide et que mon sac ne contient pas 4 dés. Alors, dans ce cas-là,
le joueur donc, qui doit piocher des dés, mais qui ne le peut pas malgré avoir re-rempli son sac, va subir un point de dégâts, un point de vie, Ok. et va gagner une énergie fictive qu'on appelle une énergie générique. Donc ça sera une énergie sans type, donc ni masque, ni point, ni éclair. Ah, donc c'est pas une énergie de Joker, c'est une énergie neutre. C'est pas un Joker. C'est une neutre, ok. C'est une neutre, voilà. Le Joker peut être utilisé comme n'importe quel type d'énergie. Ouais. Là, l'énergie générique... L'incolore de Magic. Voilà. Ok. Et on a des points de vie. Bon, on y viendra, ça, je vais pas te perdre, on ira... C'est ça, c'est la ligne qu'on voit ici. Hein. C'est ça, c'est la ligne qu'on voit en bas du tapis. Donc effectivement, on a des points de vie. Et le but du jeu, c'est rapidement, avec nos personnages, amener les points de vie de l'adversaire à 0. D'accord. Donc si on a mal orchestré notre timing, notre rythme avec le sac et la pile de défausse, c'est une faute de jeu et on la paye par un point de vie. C'est ça. Ok, ça marche. Donc, ouais, je t'écoute. Une fois qu'on a pioché le dé, ouais. On va passer dans ce qu'on appelle la phase de lancer et de relance, donc la roll and reroll step. Roll and reroll step, ça marche. Voilà. Donc on va lancer nos 4 dés qu'on a piochés, plus tous les dés qui pouvaient être dans la préparéa, la zone de préparation. Ah, la zone qu'on voit ici. Voilà. Ok. Donc je sais pas si tu veux qu'on explique comment elles peuvent se remplir tout de suite ou si on y verra après. C'est toi qui organise, ce qui te paraît le plus judicieux. Ok, on va l'expliquer maintenant. Il y a 2 moyens principaux d'avoir des dés dans cette zone de préparation. Ouais. La première, c'est d'avoir des personnages qui ont été mis KO au combat. D'accord. Ou par des effets de cartes. Donc tous les dés personnages qui sont KO, c'est-à-dire qu'ils ont subi plus de dégâts que leur valeur de défense, oui, vont aller dans la zone de préparation. D'accord. Donc ça c'est le premier moyen d'avoir des dés dans cette zone-là. Et le deuxième, c'est d'avoir des effets de cartes qui disent spécifiquement de mettre des dés dans cette zone-là. D'accord. D'accord. Ok. Voilà. Ça marche. Et tout ça dans le but, au début du tour, de lancer un petit peu plus que 4 dés. Ouais. Oui, oui. Et donc, ces dés qu'on va lancer, on va avoir le droit de les relancer une fois. Ok. Et on pourra choisir quel dé on relance. Ah, ok, ça marche. C'est pas l'intégralité du jet, ça marche. Voilà. Donc en fait, on choisit ça d'une différente manière. C'est qu'on va choisir les dés qu'on garde, et tout le reste, on va pouvoir les relancer une fois. Ok. Une fois que ça c'est fait, le résultat final de nos dés va constituer ce qu'on appelle notre réserve pool, notre réserve. Et ça va être les énergies ou les personnages qu'on va pouvoir utiliser pendant notre tour. Notre tour actif, quoi. Ok. Voilà. Ce qu'ils appellent, eux, la main step. Ce qu'ils appellent la main step. D'accord, ok. Donc, qui est la 3e étape d'un tour. Donc durant cette main step, le joueur dont c'est le tour peut utiliser donc ses énergies pour soit déployer des personnages, s'il en a. Donc c'est-à-dire payer le coût qui est en haut à gauche des dés qu'on a laissés sur sa face personnage. On va dépenser les ressources pour déployer. Donc tu m'as dit les mettre en field zone, c'est ça? C'est ça. Entendu. Les dés dépensés vont où? Dans la pile de UZ pile. Alors, au tout début du jeu, ils allaient effectivement dans la pile de défausse. D'accord. Sauf qu'il y avait des moyens de faire des boucles infinies avec ces dés-là. D'accord. Et donc depuis, en fait, tous les dés qu'on utilise pendant notre tour vont dans une zone qu'ils appellent la zone de transition en français, ou la zone out of play en anglais. D'accord. Qui est en fait une zone hors jeu, dans laquelle on ne peut pas interagir avec les dés. Ok. C'est-à-dire que les dés qui sont dépensés disparaissent, entre guillemets, pour le reste de ton tour. D'accord. Donc tu ne peux pas les récupérer, tu ne peux pas les repiocher, tu ne peux pas interagir avec. D'accord.
Alors là, pour la partie qu'on va faire ensemble, parce que du coup, moi j'utilisais mon vieux Playmate ici pour que ça soit plus lisible. Donc, J'ai exactement le même. Ah, d'accord, bah, tant mieux, au moins on est raccord. Donc à la base, moi j'utilise ça pour mettre ma grosse mimine à l'intérieur, mais en fait on a une zone qui représente le... Donc si vous êtes d'accord, j'utiliserai cette zone-là pour justement cette zone hors temps pour l'utilisation des ressources. Ouais. T'es d'accord Ce que je avec... fais aussi, c'est ce que beaucoup de joueurs font. Ah, ils le mettent là aussi? Ils l'utilisent voilà, sur la zone d'ice bag ou alors sur le bas de la pile de défausse. D'accord. Ok. Donc je suis ni malin ni original. Ça marche. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pendant notre main step? Donc à part déployer des personnages, c'est utiliser des actions. Parce que notre équipe est constituée de 8 cartes, donc des personnages ou des actions. Donc là tu peux peut-être montrer une carte action. Ah ouais, laquelle? Parce que là, moi j'ai que les personnages. Non, tu as la Nova Corp qui est une carte action. La Nova Corp. Uniforme Nova Corp. Uniforme Nova Corp qui est... Oh bah écoute, je te mets ça tout de suite. La Nova Corp. Donc ça, c'est pas... Alors, là ça me paume un petit peu. Mais je t'écoute. Pourquoi c'est... Là, on a bien... Ah, on n'a pas les chiffres sur le côté. On n'a pas les chiffres quand il y a les logos. Eh ben, réfléchis le qui... Ok, c'est ça qui change, qui détermine si une action ou un personnage. Ok. Allez, je t'écoute. Exactement ça. À la place d'avoir des statistiques, on a en fait 3 faces, dont 2 avec des petits astérisques. Ouais. Parce que suivant la carte, il peut y avoir des effets supplémentaires si on a une face avec un astérisque. D'accord. Voilà. Donc on le verra si tu veux montrer mon Utility Belt, par exemple. Utility Belt dans le deck Batman. J'ai effectivement un petit effet. Hop, voilà, je le montre. Des astérisques. Voilà. Donc d'ailleurs on voit c'est qu'il y a 2 côtés à la carte sur celle-ci. C'est une carte qui peut se retourner. Donc si on a la face action qui est comme pour la face personnage identifiable parce qu'il y a un logo au lieu d'avoir des symboles d'énergie. D'accord. Et que lorsqu'on utilise l'action, c'était avec une face où il y a un astérisque, on peut du coup utiliser l'effet qui est notifié là où on voit les astérisques. Donc pour celle-ci, c'est de la retourner. Et en fait, ça permet, au lieu d'avoir un bonus de seulement plus 3 d'attaque, on va utiliser ce qui est de l'autre côté de la carte, qui est un bonus de 3 d'attaque et 3 de défense. Oh, d'accord. Ok. Ok, bon. Alors, bon, là on est sur les règles, on n'est pas sur les trucs de jeu où je vais me faire fesser. Donc, sur les règles, on a 3D d'énergie, 3D d'action, et non pas de personnage, 3D d'action. Et on a des petites étoiles qui peuvent interagir avec le texte de règles pour faire un effet supplémentaire à l'action. C'est exactement ça. Lorsque on a tout à l'heure tu m'as bien parlé de level 1 ou power 1, je sais plus quel est le terme, mais c'était oui, level 1, level 2, level 3. Est-ce que pour les dés d'action, il y a une cadence identique ou pas? Non, pas du tout. Il n'y a pas de notion de niveau pour les phases action des dés d'action. D'accord. Ok. Les petites étoiles qui sont ici, en termes de keywords, de mots-clés dans le jeu, il y a une détermination spécifique? C'est power action ou quelque chose, ou c'est juste action? C'est juste astérisque. Donc c'est une icône? C'est juste une icône. Ok. Et si on retrouve un texte particulier qui correspond à cette icône dans le texte de la carte, il y a un effet. Sinon, ça ne change strictement rien à l'effet de l'action. D'accord, donc je remontre la Nova Corp, ce que tu m'as conseillé de prendre. Là, par exemple, l'action, elle, n'a pas de bonification si tu lances avec une étoile ou 2 étoiles. L'action est toujours identique. Toujours le même effet. D'accord, donc tu t'es gardé le truc à plus 3, quoi. D'accord. Ok, ça marche, vas-y. Donc, on a dit, on récapitule sur la main step, on peut déployer des personnages, on peut utiliser donc des actions. Oui. Et le plus important, on peut acheter des personnages ou des actions. D'accord. Donc, l'achat, comment ça va se passer?
il va falloir dépenser un certain nombre d'énergie, donc qui est le nombre d'énergie indiqué en haut à gauche de la carte. Donc là, je remonte Robin. Dans l'exemple de tout à l'heure, on était à 4 points. Donc il faut que je dépense 4 points pour acheter un dé Robin, c'est ça? Pas tout à fait. Il faut dépenser 4 énergies, dont au moins un point. D'accord. Donc un masque, un éclair, un point et un point d'interro, un bouclier. Ça fonctionne. Ça fonctionne et je peux acheter un dé Robin. Exactement. Ok. Ça marche? Voilà. Au-dessus de tes 8 cartes, on remarque 2 actions qu'on appelle des actions génériques. Oui. Donc on remarque que ces actions-là n'ont pas de type d'énergie. D'accord. Elles peuvent être achetées avec n'importe quelle énergie, dont les énergies génériques qu'on a parlé au début. Alors, moi j'en ai une qui est ici, c'est bien les 2 cartes qui sont de travers que tu nous parles là. C'est ça. Donc j'en affiche une, donc c'est celle qui est ici, je l'affiche. Donc tu me parlais du coup, voilà, les trois phases d'énergie, c'est celle-ci. Voilà, il y a 3 phases d'énergie qui sont un 2 génériques, Okay. c'est-à-dire que ça correspond à 2 énergies génériques, oui, qui sont les mêmes énergies que celles qu'on gagne quand on ne peut pas piocher nos 4D au début du jeu. et qu'on perd un point de vie, ça marche. Et qu'on perd un point de vie. Et en haut à gauche de la carte, on remarque bien qu'à côté du 3, il n'y a ni point, ni éclair, ni bouclier. Donc en fait, on peut utiliser n'importe quelle énergie pour acheter cette carte. Que ce soit des énergies génériques ou des points, des éclairs, des boucliers, des masques. D'accord, ok, c'est entendu. Et donc là, tu disais action basique, on est vraiment sur des cartes action, avec justement pas de dés de caractéristiques personnage, avec 3 faces action, et ces petits icônes, ces petites étoiles qu'on retrouve ici à droite et à gauche. Ok. Voilà. Ok. Tu m'as dit, alors 2 questions. Tu m'as dit tout à l'heure que pour les dés actions, je pouvais les utiliser. Donc les utiliser, je suppose que c'est consommer le dé pour faire son action. Une fois qu'il est consommé, il va dans la pile désusée ou également dans la même zone que les dés de ressources? Alors il va dans la même zone que les dés de ressources. Il va dans la zone de transition. La zone de transition. Donc il va également en transition lorsque on fait l'action du dé d'action. C'est ça. Lorsqu'on utilise, en fait, dans le principe général, tout ce que tu utilises pendant ton tour va dans la zone de transition. Et c'est pareil pour les dés que tu achètes. Tu m'as dit tout à l'heure, on achète le dé. Le dé que j'ai acheté, je le mets dans la zone de transition? Les dés qu'on achète vont dans la zone de défausse. Directement. Donc quand on achète un dé, l'énergie utilisée pour l'acheter va dans la zone de transition. Oui. Par contre, le dé qui est acheté va dans la pile de défausse. Va dans la pile de défausse. Donc là, on pourrait utiliser n'importe quel effet de carte pour justement interagir, parce que lui est déjà dans cette fameuse zone tangible. C'est ça. Tous ces dés, on peut interagir avec. Et il y a effectivement certaines cartes qui permettent de récupérer des dés de la pile de défausse. Oui, donc la fameuse boucle qui était possible de faire avec les énergies, ils l'ont faqué, ils l'ont contrecarré avec la zone de transition, mais ils ont quand même laissé la possibilité de faire une sorte de boucle avec les personnages. C'est ça. Ok, je t'ai suivi. C'est bon, c'était les 2 questions que j'avais. Pas de souci. Et donc, voilà. On a fait le tour des 3 choses qu'on peut faire pendant notre tour. Ouais, on a fait clear and draw, roll and reroll, on a fait la main step, et j'ai attaque. Ouais. Il y a une dernière étape dans la main step, qui est d'utiliser ce qu'on appelle des capacités générales. Je pense qu'on reviendra dessus après plus en détail. D'accord. C'est des capacités qui sont notées en rouge sur les cartes et qui peuvent être utilisées à différents moments de la partie, même quand ce n'est pas notre tour. D'accord. Et en fait, durant cette main step, à la fin en fait de la main step, il y a un timing où on donne la priorité à l'adversaire et où il peut utiliser des capacités générales pendant le tour. Et nous, bien sûr, vu que c'est aussi notre tour, on peut tout à fait les utiliser pendant notre tour. D'accord. T'as un exemple sur une de tes cartes que tu joues là ou pas? Batman. Ton Batman? Ah oui, alors ouais, effectivement, c'est pas très visible sur le scan que je vous ai fait, je suis désolé. Mais là, on voit, c'est ça, c'est le global, c'est ça?
C'est ça, c'est ce qui est appelé global en anglais, Ouais. ou capacité générale en français. Tu payes 2 points pour Donc, mettre tu payes une énergie point, et mettre tu peux KO. mettre KO un dé de niveau 1 qui Ouais. a l'affiliation donc vilain, méchant, Ok. ou qui a l'affiliation Superman, Super Family. D'accord. Et Et caractère. l'adversaire peut contrer cet effet en payant 2 points de vie. Donc là, on voit qu'on a la notion de niveau qui rentre en compte et aussi la notion d'affiliation. Alors là, on est bien d'accord que à la base, t'as pas envie de jouer ça, toi. Ça te laisse une possibilité à l'adversaire de t'embêter. Exactement. Donc c'est ça laisse aussi à nous la possibilité d'embêter l'adversaire. Ouais. Oui, d'accord, mais mais tu offres la possibilité également à ton adversaire. Donc c'est une façon de contrebalancer la force d'une carte, par exemple. Ok, il y a une sorte de profondeur là-dedans. Effectivement, ça peut être ce cas-là. Après, dans notre cas ici, on va ne pouvoir mettre KO qu'un dé vilain ou Superman, sachant qu'on a construit notre équipe en ne mettant que des dés avec une affiliation Batman. On sait que l'adversaire ne pourra jamais utiliser cette capacité. Ouais, mais effectivement, faut être malin. Ça marche. Ok. Ça. Donc ça, c'était la dernière, la quatrième, la fenêtre de tir pour les capacités générales, le global en anglais, de la main step. C'est ça. Ok, ça marche. Et donc, une fois que ces 4 choses sont faites, on finit la main step. Et donc, à la fin de la main step, tous les personnages, donc sur une phase personnage qu'on n'aura pas déployé dans la field zone, vont aller, du coup, dans la use pile, dans la pile de défausse. Ah! Et ils n'iront pas en transition parce qu'on ne les a pas utilisés. Tout de suite? Tout de suite, à la fin de la main step, si on ne les a pas déployés dans la field zone, ils vont aller en use pile. D'accord, ça sera pas au prochain clear de notre prochain tour. C'est maintenant. Non. Ouais. Ok, je t'ai entendu. Et donc, après la main step, on a la phase principale de combat qui s'appelle l'attaque step et qui va nous permettre d'attaquer ou pas notre adversaire. Donc, pareil, l'attaque step, elle va se dérouler en 4 grandes étapes. Donc la première, c'est le joueur actif, donc le joueur dans ses tours, qui va déclarer tous les dés avec lesquels il souhaite attaquer. Voilà, donc, par exemple, 4 acolytes. Suite à ça, on va utiliser tous les effets qui se déclenchent à l'attaque. Donc par exemple, moi j'en ai un sur mon Nightwing. Les effets des dés, c'est ça que tu veux dire? Les effets des dés, c'est donc, ça. Là, je suis en train d'afficher le Nightwing. Un dé Nightwing. Ouais. Je vais directement, sans que l'adversaire ait une fenêtre de réponse, utiliser l'effet quand Nightwing attaque, infliger 4 dégâts répartis comme vous le souhaitez, sur jusqu'à 4 dés adverses. Oh, c'est cochon, ok. Donc là, tu déclares simplement oralement que tu attaques avec ton dé Nightwing, qu'il soit level 1, 2 ou 3, peu importe. Tu déclares attaquer avec Nightwing et tu peux déclencher son effet. Là, son effet est de faire 4 points de dommage. Là, j'avais mis dans ma zone, ici, 4 acolytes à 1 point de défense. Là, tu clean complètement. Je peux faire 1 point de dégâts sur chaque acolyte. Sur chaque acolyte. Du coup, d'accord. Tous les mettre KO. Donc, qui vont dans la prépa zone, du coup. Exactement. Ok. Ok. Et suite à ça, donc la déclaration des attaquants et la résolution des effets quand X attaque. Ouais. L'adversaire peut déclarer ses bloqueurs. Donc en fait, c'est l'adversaire qui va choisir avec quel dé il souhaite bloquer mes dés que j'ai mis en attaque. Ah, ok. C'est pas toi qui décides. Alors moi, mon Nightwing, il va attaquer ta Wonder Woman. Non, c'est tu décides d'envoyer un nombre de dés à l'attaque et c'est au défenseur d'organiser sa défense. Exactement. Ça marche. C'est le défenseur qui va avoir un petit peu l'avantage stratégique sur comment il va souhaiter défendre son côté du terrain. Alors, j'extrapole maintenant, avant que tu finisses le truc complet, je suis désolé. Donc, il y a une sorte de déclaration verbale d'attaquant. Je suppose qu'à ce moment-là, il va y avoir une déclaration verbale de défenseur. Exactement. Il doit certainement y avoir des actions clés, comme on a vu dans Nightwing pour l'attaque. Il doit bien exister ça pour la défense. Oui. Quel est On va déclarer les bloqueurs oralement et on va appliquer tous les effets quand X bloque. D'accord. Quand X est bloqué. Et donc l'attaquant a malgré tout l'initiative parce que lui
énonce verbalement ses attaquants avant que l'autre énonce ses défenseurs. C'est ça. Il y aura toujours tous ces effets quand X attaque avant que l'adversaire n'ait le temps de dire comment il va bloquer. Ok, ça marche. Donc là, on déclare les attaquants, on fait les actions des attaquants, le défenseur choisit ses défenseurs, fait les actions du défenseur. On en est là. C'est ça. Suite à ça, on va avoir un timing où le joueur actif va pouvoir utiliser des actions. Donc s'il avait des dés d'action qu'il n'avait pas encore utilisés pendant sa main step, il va pouvoir les utiliser à ce moment. Et il va aussi y avoir un timing où les deux joueurs pourront utiliser des capacités générales. D'accord. Ok. Le joueur actif, c'est l'attaquant. C'est l'attaquant, oui. Et c'est toujours le cas. Et c'est toujours le cas. Ça marche. On parle de joueur actif, c'est le joueur durant lequel c'est le tour, et donc c'est toujours lui qui va attaquer. Ok. Pas de souci. Donc, on va déclarer les attaquants, faire les effets qui se déclenchent à l'attaque, déclarer les bloqueurs, résoudre tous les effets qui se déclenchent lors d'un blocage. Ouais. Ensuite, on va utiliser des capacités générales et des actions. Donc, le plus souvent, c'est des capacités qui vont influencer sur l'attaque et la défense de nos personnages. Maintenant qu'on sait contre qui ils vont se battre, en quelque sorte. Ouais. Donc, on va pouvoir augmenter un d'attaque, baisser un de défense, ce genre de choses. Là tu as été moins précis dans ton bilan que tu l'as énoncé tout à l'heure. Donc du coup, ça soulève une question. Tout à l'heure, tu as dit le joueur actif peut jouer des actions et après, il arrive un temps où les deux joueurs peuvent jouer des capacités globales. Oui. Là, tu as dit que on pouvait jouer des dés d'action. Non, les deux peuvent jouer des dés d'action ou seul l'actif peut jouer des dés d'action? Alors, ça c'est là où on rentre un peu dans toutes les spécificités de Dice Master, c'est qu'il y a des règles, tant que les cartes disent pas qu'on peut enfreindre les règles. D'accord, mais à la base... Techniquement, ouais. En fait, à la fin de notre tour, à la fin du tour du joueur actif, tous ces dés d'action non utilisés vont dans la pile de défausse. Du coup, il ne peut pas utiliser d'action pendant le tour adverse. Oui. Donc, implicitement, il n'y a que le joueur actif, c'est-à-dire le joueur attaquant, qui peut utiliser des actions. D'accord. Mais il me semble que c'est à la sortie du set Green Arrow et Flash, WizKids a créé le mot-clé continu sur les actions, et donc du coup nous a donné des actions continues. D'accord. Qui est le cas de ma Utility Belt. Et en fait, ces actions-là sont des actions qu'on va, entre guillemets, déployer sur le terrain comme si c'était un personnage, et qu'on va pouvoir envoyer au cimetière, enfin qu'on va pouvoir envoyer du coup en pile de défausse, à n'importe quel timing où on pourrait utiliser une capacité générale pour déclencher un effet. D'accord. Donc là, on est bien d'accord que, in fine, ta Utility Belt est sur sa face action, mais elle n'est pas non plus dans la pile de réserve. Elle a été déployée dans la zone verte. C'est ça. Donc malgré tout, la règle reste la même. Vierge. Les actions non utilisées qui sont dans la réserve voilà. vont en pile de défausse à la fin du tour. D'accord. Et dans ce cadre-là, dans les chaînes d'action, un peu comme dans les jeux de compétition de cartes ou autres, c'est quoi la règle de chaîne qui est prioritaire par rapport à un autre? Moi, j'arrive avec mon action et je dis, je te tue celui-ci. Toi, en réaction, tu dis, finalement, je lui fais 4 de dégâts, finalement, moi, je mets 3 de défense, il meurt pas. Qui a priorité sur qui? Alors, c'est toujours le joueur dont c'est le tour, donc le joueur attaquant, qui a la priorité pour faire la première action. Donc il va pouvoir déclarer une action. D'accord. Dans l'exemple que je t'ai donné, ça donne quoi? Pardon? Dans l'exemple que je t'ai donné, ça donne quoi? J'utilise une action qui fait 2 points de dégâts à un acolyte qui a 1 point de vie, et toi, tu utilises une action qui donne 3 de défense à ton acolyte. Est-ce que ça suit simplement l'ordre de parole, ou est-ce que finalement l'ordre de réaction? J'entends par là que... Je sais pas exactement comment ça se passe dans Magic, mais par contre, je sais comment ça se passe dans Yu-Gi-Oh! C'est qu'on va déclarer tous nos effets, et ensuite on va les résoudre en prenant par la fin. Donc, chaîne inverse. Là, c'est pas le cas. Dans Dice Master, c'est pas le cas. Le joueur qui est en cours va dire, donc dans ton exemple,
j'ai mon action qui fait 2 de dégâts Ouais. sur le personnage qui a 2 de défense. Donc il le dit, il fait l'action. Donc il va faire les 2 de dégâts, le personnage va être mis KO. Et là, le joueur pourra, s'il a une réponse. Donc s'il a un effet quand un personnage est mis KO, il va pouvoir l'activer, mais ça sera trop tard pour donner le 1 de défense. Ok. D'accord. Donc le joueur actif a la priorité de faire ses effets. Et le joueur passif a un droit de réponse d'action, mais après, malgré tout, que l'action est faite. D'accord. Donc il faudrait que je me fasse avoir et que je sois... Je t'écoute. Doit toujours être résolu dans son intégralité avant de déclencher autre chose. Ok. D'accord. Donc si je me fais avoir et que je suis pas assez attentif, je fais une action du style je bascule un dé de ma pile de défausse à ma pile de préparation. L'adversaire a vu que mon autre action était de faire des points de dégâts. Là, il fait une réponse en donnant 3 de défense à son acolyte. Et finalement, mon spell ne marche pas. Voilà. Ok, ça marche. Donc, on déclare les attaquants, on déclare des défenseurs, on fait les effets des attaquants et après les effets des défenseurs. On a une fenêtre pour faire les dés d'action. On a une fenêtre où les 2 joueurs peuvent faire des effets globaux comme montré sur ta carte Batman. Voilà. Et une fois que tout ça c'est fait, et seulement une fois que tout ça c'est fait, on va faire le bilan et compter les dégâts. En binôme d'affrontement. En binôme d'affrontement. Voilà, en binôme d'affrontement. Donc pour chaque couple d'attaquants et de bloqueurs, en fait, on va compter les dégâts. On va compter aussi les dégâts de tous les personnages qui ne seraient pas bloqués. Donc là, ces personnages-là vont faire les dégâts directement dans les points de vie de l'adversaire. Oui, le fameux goal qu'on a à faire pour gagner la partie, ça marche. Voilà. Donc on va résoudre tous ces dégâts. Si les personnages sont mis KO, on va les mettre KO. Donc dans la zone de prépa. Et tous les personnages qui n'auront pas été bloqués, donc n'ont pas pris de dégâts, et donc pour l'instant restent sur le terrain. D'accord. Ok. Et il faut savoir qu'il y a une particularité dans Dice Master, c'est que tous les dégâts se font simultanément. D'accord. Donc je mets et je prends en même temps. Des Robin, qui avait sa face niveau 1, 0, 3, 1. Oui. Et qu'on imagine qu'il combat du coup un autre des Robin. Il a été bloqué par le même des Robin sur la même face, 0, 3, 1. Oui. En fait, simultanément, les 2 dés vont s'infliger 3 de dégâts. D'accord. Et étant donné que les 2 n'ont qu'un seul PV, les 2 vont être mis KO. Ok. Il n'y a pas de le personnage qui attaque fait les dégâts avant le bloqueur ou quoi que ce soit. Ok. D'accord, c'est simultané. C'est simultané. Et l'intégralité du plateau est en simultané. C'est ça. L'intégralité des binômes, donc quand on va faire le calcul, on n'est pas des super ordinateurs, on va les faire binôme par binôme. Mais dans la règle de jeu pour déclencher des effets, c'est ça. On va compter les morts et on va regarder tout ce qui est mis KO. On prendra l'hypothèse qu'on a vraiment tout calculé simultanément et que tout est arrivé simultanément. Ok, ça marche. Là, tu me dis binôme, mais si j'ai envie de jouer la petite vertu et j'ai envie de mettre l'intégralité de mes dés sur un seul des tiens, j'ai le droit de faire ça? Alors oui, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé quand on bloque. Donc il y a des règles pour bloquer. Donc c'est que un personnage ne peut bloquer qu'un seul personnage. Ok. Donc on peut pas dire avec juste mon personnage, je te bloque tes 2 attaquants. D'accord. Par contre, plusieurs personnages peuvent bloquer le même personnage. Ça, c'est toujours un peu délicat à expliquer à l'oral. Non, c'était limpide. Un bloqueur C'était peut limpide. bloquer 2 attaquants. Par contre, un attaquant peut être bloqué par 2, 3, 4, 5 bloqueurs. Ok, non, c'était limpide, c'était compréhensible, pas de souci. Dans ce cas-là, tous les bloqueurs vont infliger la somme de leurs points d'attaque à l'attaquant. Ouais. Et par contre, l'attaquant devra choisir comment il répartit l'intégralité de ses dégâts sur les différents dés. Si on part du postulat qu'il les tue pas tous. Ok. Peu importe s'il les tue tous ou pas. Bah, s'il les tue tous, il n'y a pas de répartition. Si c'est important. L'exemple de mon Nightwing qui avait 4 d'attaque. Ouais. Que tu bloquerais avec 4 acolytes. Je peux décider de mettre les 4 points d'attaque dans un seul acolyte et de ne pas mettre KO les 3 autres. Ah, ok.
Ok, oui, je l'ai pas vu comme ça. Ok. Limité, on peut dépasser le montant de défense du bloqueur. Ok, et donc là on parle bien de la phase level 2 de ton Nightwing. C'est ça. Ok. Ça marche. Donc là, les attaquants reviennent en zone de bataille. Alors, les attaquants qui sont passés, qui n'ont pas été bloqués, défendus, et qui sont passés et qui ont mis des points de vie à l'adversaire, reviennent dans la zone de bataille. Ceux qui ont été mis KO vont dans la zone de préparation. Oui. Ok. Et on résout tous les effets qui se passent s'il y a des effets qui se déclenchent quand il y a des KO. Ok. Mot-clé KO, déclenchement des actions KO. Ok. C'est ça. Ça marche. Et donc ça va marquer la fin de l'attaque step. Ok. Ah oui, donc en fait c'est de plus en plus violent parce que... Ouais, non, je laisse finir, vas-y. Vas-y. Non, mais tant qu'on est dans l'attaque step, vas-y. Bah, parce que du coup, là, je te tatane avec des dés qui passent parce que t'as pas assez de bloqueurs. Imaginons, j'ai déjà l'ascendant. Je te tatane parce que t'arrives pas à tout bloquer. Les dés reviennent ici, peuvent te retataner la prochaine fois. Les dés que t'arrives... On n'a pas fini le tour. Ah, ok. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que les dés qui ont été bloqués reviennent dans la zone de préparation. Ils vont pouvoir être relancés pour redéployer. Avec 50% de chance, parce qu'il y a 50% de face énergie. Les dés qui ont été mis KO vont être relancés au tour d'après. Ah ouais, avec 50% de chance d'être remis dans la zone de combat. Pour un personnage, 50%, pour un acolyte, une chance sur 6. Oui, bah... Ah, ok, oui. Après, je pense pas me taper avec des acolytes, mais oui, il peut y avoir des techniques avec des acolytes, mais ok, ça marche. Ok, donc tu me disais, ah, attention Lucky, si tu me tatanes avec un gros tout nu qui est ici, il se passe quelque chose, c'est ça? Alors voilà, oui. En fait, après l'attaque step, on a la clean-up step. Ouais, la dernière phase que l'on voit notée sur le playmat, là. Clean-up step, qu'on va avoir tous les dés qui sont passés tout droit. Ouais. C'est-à-dire tous les dés attaquants qui n'ont pas été bloqués. Ouais. Eux vont aller directement dans la pile de défausse, donc en used by. Ah, ok. Et c'est pour ça que l'un des meilleurs moyens de se débarrasser des personnages adverses, c'est de les laisser passer tout droit, tant qu'on a des points de vie. Ok. Oui. Ouais, je comprends, ça marche. Voilà. Ok. Et donc, pendant cette clean-up step, donc dans la première étape, tous les personnages non bloqués vont dans la pile de défausse. Ouais. Ensuite, on va terminer tous les effets. Donc, s'il y avait des effets de boost, etc., tout s'arrête. Et on va nettoyer les compteurs de dégâts qu'on pourrait avoir sur des personnages. C'est-à-dire qu'à toutes les fins de tour, on rend tous leurs points de vie à tous les personnages. Oui, ok. Les dés ont tout le temps leur plein potentiel en début de tour. Exactement. Ok. Que ça soit défenseur ou attaquant. Des dégâts. Pardon ? Défenseur comme attaquant. Défenseur comme attaquant. Ok. D'accord, ouais, les dégâts ne se stackent pas. Ok. Voilà. Et la toute dernière étape du tour, on va mettre tous nos dés qui étaient dans la zone de transition dans la pile de défausse et on passe la main à l'adversaire. La zone de transition qu'on met dans la zone de défausse et on passe la main à l'adversaire. Voilà. Ok. L'adversaire pioche ses 4 dés. Donc, c'est ça. Pioche ses 4 dés, il les lance, il choisit ceux qu'il veut, il les relance. Ouais. Il va pouvoir faire du coup sa phase principale, faire ce qu'il a envie de faire selon sa stratégie, mettre des personnages dans sa zone de combat, faire ses dés d'action, etc. Après, il va pouvoir déclarer ses attaquants s'il a envie. À ce moment-là, moi, je déclarerai mes défenseurs, selon toutes les règles de possibilité, etc. On se tatane simultanément. Les dés qui m'ont fait des dégâts vont dans la pile, dans sa pile de défausse. Les dés que j'ai réussi à tataner, je les mets dans sa prépa. Ceux qui sont KO vont dans la zone de prep, ouais. Ouais. Et le reste, qui a été bloqué ou n'a rien fait et n'est pas mis KO, reste sur le terrain. Ouais. Ok. Non mais je pense que c'est bon là. Ok, c'est bon. Alors, pour aller un tout petit peu plus loin pendant que t'as encore du souffle. Donc, alors merci pour cette mise à jour claire. Maintenant, allons un tout petit peu plus loin. Là, tu m'as dit les règles, mais le timing est quand même les zones. Il y a une sorte de transhumance de dés durant toutes les zones, et on voit bien que tu m'as dit, t'as fini tout à l'heure en me disant, il y a une technique pour se débarrasser des personnages de l'adversaire, c'est de laisser passer tout droit pour que finalement il aille dans la pile de défausse. Donc en fait, quelle est la clé
du timing. Généralement, dans les jeux de cartes, on appelle ça la curve. C'est tour 1, on pose une 1, tour 2, on pose une 2, tour 3, on pose une 3. Là, c'est quoi le timing, la curve de ce jeu? Alors, il n'y a pas vraiment de curve en soi. Comme on va piocher normalement que 4 dés quasiment sur les 2 premiers tours, on va souvent essayer d'acheter des personnages qui coûtent moins que 4. Pourquoi pas 2 personnages 2? Parce que sur les faces personnages, il y a deux faces sur les dés personnages qui ont 2 énergies. Ouais. Donc déjà, en lançant ces dés-là, on va avoir une chance d'avoir pas que 4 énergies, même si on lance que 4 dés, mais peut-être 5 énergies. D'accord. Donc on va gonfler petit à petit. Mais après, le but n'est pas forcément d'avoir une dépense, comme on va dire, de curve, et de toujours dépenser toutes les énergies qu'on a, et de gonfler, et de gonfler, et de gonfler. Là, le but, c'est vraiment d'essayer de se constituer, on va dire, le stack le plus équilibré qu'on peut, avec des petits personnages, des gros personnages, pour qu'ils soient ni trop remplis de personnages qu'on n'arrive pas à déployer parce qu'on n'a pas les énergies pour, et ni non plus qu'ils soient trop dilués par des dés acolytes qui, au bout d'un moment, n'ont plus d'impact sur la partie, etc. D'accord. Et ça va dépendre. C'est un jeu où on a la chance de vraiment connaître la team de l'adversaire. Les cartes sont connues, donc on connaît l'équipe de l'adversaire, et on va pouvoir voir s'il a plutôt une équipe qui va être agressive ou pas agressive, et à partir de là, on peut déterminer effectivement est-ce qu'on a le temps de, on va dire, favoriser l'économie, d'avoir un jeu macro, pardon. Et donc là, on va pouvoir aller acheter des personnages plus lourds, favoriser l'achat d'actions qui n'a pas forcément d'impact sur le terrain, mais qui va favoriser notre économie. Ou au contraire, est-ce qu'on va être face à un jeu agressif, ou est-ce que nous-mêmes on joue un jeu agressif, et il faut qu'on ait très vite beaucoup de petits personnages pour mettre une pression et pas laisser s'installer une économie. D'accord. Avec un delta, évidemment, important. Parce que du coup, il faut attendre de vider son sac pour réutiliser les dés qui sont ici. Donc, c'est-à-dire que quand j'achète... là, mon sac est constitué de 8 dés, c'est les dés de départ, c'est ça que tu m'avais dit. C'est ça, au départ, il y a donc je pioche 4 dés, j'ai 4 dés dans mon sac. Je joue les 4 dés, j'achète un dé, imaginons, enfin peu importe. J'achète 2 dés, imaginons. Hop, je pars sur une technique de dés à faible coût. Il va falloir que je fasse un tour 2, que j'utilise tout ce que j'ai à faire, et simplement au tour 3, j'ai une probabilité, et mince malgré tout, mais une proba, de sortir les dés que je viens d'acheter. Donc on va dire que notre stratégie est un retardement, elle a 2, peut-être 3 tours avant d'être utilisable. Oui. D'accord. Effectivement, si on prend en compte juste les mécaniques de base, on va avoir 3 tours. Le but est, dans la construction de l'équipe, de trouver des moyens d'accélérer cette rotation. Oui. Par des mots-clés, etc. D'accord. Pouvoir manipuler un peu le contenu de notre sac pour avoir une part de chance qui est plus faible et pouvoir maximiser les probabilités de récupérer nos dés. Ça marche. Ok. Parmi les solutions les plus simples, c'est déjà de laisser des acolytes sur leur phase 0-1-1 sur le terrain. Oui, pour épurer le sac et faire tourner les dés qu'on a achetés. Épurer le sac. Ouais, je comprends parfaitement. Mais effectivement, on a toujours un delta qui est au tout départ de 2 tours, et au fur et à mesure où notre sac se remplit, parce que tous les dés qu'on achète vont s'ajouter et s'ajouter, on peut retrouver des deltas de 2-3 tours avant de pouvoir utiliser un dé qu'on vient d'acheter. D'accord. Là, alors j'ai dû certainement faire une erreur. Les règles de base de constitution d'une team que tu m'as dit tout à l'heure, c'est 20 dés. Je me retrouve avec un plateau avec 32 dés. J'ai dû certainement faire une erreur. Donc on va pas au max, on choisit le nombre de dés qu'on veut mettre. On est d'accord? Ah oui, t'as mis 4 dés sur toutes tes cartes. Ouais, c'est ça. Non, oui, effectivement, il faut trouver c'est donc, maximum 4 dés, mais il faut que le total ne dépasse pas 20 dés. Donc, sachant que si on met une carte, il faut minimum mettre un dé dessus. Donc j'ai 20 dés sur mes possibles d'achats. Je peux acheter 20 dés durant toute ma game.
Enfin, 20 dés et ceux-là, les 6, c'est 26 au total ou c'est 20 moins 6? Alors, oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé beaucoup des 2 cartes actions de base, ce qu'on appelle les cartes actions de base qui sont au-dessus, là. Donc, ces cartes actions de base-là ne rentrent pas dans le total des 20 dés. D'accord. Sur ces cartes actions-là, tu mettras toujours 3 dés. Ouais. Tu es obligé d'en mettre 2 cartes actions de base. D'accord. 3 dés. Et là où c'est intéressant, c'est que l'adversaire aussi, du coup, ramène ces 2 cartes avec 3 dés dessus. Et ces 4 cartes actions de base là, Donc 2 à moi, 2 à lui. communes aux 2 joueurs. C'est-à-dire que les 2 joueurs vont pouvoir acheter des dés de n'importe lequel de ces 4 cartes. Donc des 2 nôtres et des 2 de l'adversaire. D'accord. D'où l'intérêt d'avoir 4 couleurs. Parce que je me disais, pourquoi déterminer les couleurs? Ok, d'accord, ça marche. Elles sont communes aux 2 joueurs. Ouais. Ok, ça c'est intégré, mais ma question que j'avais en tête, et je suis en mode tunnel vision, donc 20 dés possibles d'achat, donc 26 au final, combien est conseillé d'avoir de dés au max dans son sac? On sait que dans les jeux de ressources, etc., c'est plutôt 21, etc. Là, c'est quoi? Combien, à partir de combien de dés je commence à me noyer? J'achète trop de dés. Alors, ça va être très difficile d'y répondre. Il n'y a pas une norme? En termes simples, une dizaine de dés, max, souvent. D'accord. Déjà un sac à 18 dés. Si on rajoute les 2 actions de base qui ont été achetées, ça fait un sac à 20 dés. Donc à 4 dés par tour, sans mécanique de pioche supplémentaire, ça commence à faire 5 tours avant de revoir ses dés. C'est énorme. Ouais, je suis d'accord. Ok. C'est énorme. Après, 20 dés au total, ça ne veut pas dire qu'on a 20 dés. Donc si on a une position qui est avantageuse, qu'on arrive à garder beaucoup de dés sur le terrain dans la zone de déploiement. Oui, c'est avec adaptabilité. Mais, le sac ne va pas se polluer, et donc là, on va pouvoir avoir des jeux plus agressifs, on va avoir des achats beaucoup plus compulsifs. Mais en termes généraux, il ne faut pas juste acheter pour acheter parce qu'on a les énergies pour acheter. Et oui. Je pense qu'au-delà d'une dizaine de dés supplémentaires, le sac commence à vraiment se diluer, il peut avoir vraiment du mal à tourner, et on peut avoir vraiment du mal à avoir à installer notre jeu en fait, parce qu'on n'aura pas nos pièces de combo en même temps. Oui, on se noie, on met un bâton, on se met dans le tournoi. Ok, je comprends. Un dernier tips avant qu'on couple les règles et qu'on se mette à jouer. Ouais. Toi, un petit conseil avant que pour pas trop que je me fasse gifler. Ayez bien connaissance des cartes de l'adversaire et de ses capacités générales. Ok. Un plus gros défaut des débutants, ouais, c'est qu'en fait, ils vont jouer qu'avec leurs 8 ou leurs 10 cartes en prenant les actions de base. C'est exactement ce que j'allais faire. Parce que là, voilà. Je me suis bouffé les règles, ça va, hein, j'encaisse, j'ai l'habitude de jouer, mais quand même, là, je vais y avoir je sais pas combien de cartes à comprendre. Effectivement, je me suis dit, pour y arriver, Lucky, tu vas pas faire attention à ce qu'il joue, et tu vas jouer ton truc et on va voir ce que ça donne. Donc effectivement, ton type, c'est important, parce que c'est exactement ce que j'allais faire. Ok, bon, il va falloir apprendre à jouer contre ce que tu viens de hésiter à le faire. Faut proposer. Vraiment, si vous voyez qu'une carte action de base de l'adversaire va vous permettre de gagner, n'hésitez pas à lui acheter ses 3 dés. Il faut vraiment avoir aucun scrupule à utiliser ses capacités générales, à utiliser ses dés actions de base. En profiter. Si vous en tirez plus de bénéfices que lui, servez-vous. Elles sont là pour ça. Non, on joue pas au Barbie. Ça marche. Ça marche. Allez, du coup, je coupe pour la rediff. On fait un petit point avec Mini M. Je le laisse boire un petit coup, se poser parce que là, il a été performant pendant pas mal de temps. Et il me dit quel dé garder parce que là, c'est lui qui a fait la team pour qu'on puisse jouer ensemble, les dégrossir tout ça. Et on se retrouve dans 5 petites minutes, 10 petites minutes s'il a besoin de plus de temps. Allez, à tout de suite. Donc je coupe le live et faites un F5 dans 5-6 minutes pour pouvoir revenir. À tout de suite. Tout à l'heure.